des années, j'étais convaincue que je devais mériter l'amour. J'étais convaincue que ma valeur dépendait de ma capacité à dire oui, de ma disponibilité envers les autres, de ma capacité à anticiper leurs désirs, de me faire hyper petite. En fait, j'étais cette parfaite fille gentille, genre la fille sur qui tu peux toujours compter, l'amie qui va chercher ton colis, qui va t'accompagner partout, chez le médecin, au psy, qui va faire ses courses avec toi. J'étais cette copine qui répond à tous tes appels, qui dit oui pour toutes les sorties, qui est disponible tout le temps, et tout ça, même si ça voulait dire que je m'effaçais complètement, même si ça voulait dire que je m'oubliais. Et je pense que vous connaissez, mais je vivais avec un sentiment horrible qui était ce sentiment horrible que si j'arrêtais de donner ne serait-ce qu'une seconde, si je montrais un défaut, une faille, tout le monde, tous mes proches allaient m'abandonner et cesser de m'aimer. Et j'étais constamment dans la peur de les décevoir. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai passé des années dans cette prison qui est la prison du people pleaser, de la gentille fille. Il faut savoir que cette prison elle est imaginaire, elle est uniquement faite de culpabilité et de honte. Et en plus de ça, elle est entretenue par la petite voix dans vos têtes. C'est-à-dire c'est cette petite voix qui fait que vous répétez que si vous dites non, si vous aidez un petit peu moins, si vous prenez plus de temps pour vous, les personnes autour de vous vont cesser de vous aimer. Et c'est-à-dire qu'au final, vous allez sourire alors que vous êtes triste pour pas prendre l'attention, vous allez dire oui alors que vous voulez dire non et que vous étiez fatigué ou vous avez quelque chose d'autre à faire, vous allez acquiescer à quelque chose alors que vous n'étiez pas d'accord et vous allez éviter de donner votre avis. Et en fait, petit à petit, à force de se répéter, vous allez devenir le figurant dans votre propre vie, au lieu d'être l'acteur principal de votre vie. Vous allez vous effacer, vous allez devenir une sorte de fantôme qui se dirige grâce aux autres, qui se dirige en fonction des autres. Et en tout cas pour moi ça a commencé dans l'enfance, même si je pense que dans la majorité des cas, tout le monde ça commence dans l'enfance. En fait j'ai grandi dans un environnement où j'étais persuadée qu'il fallait que je sois sage, qu'il fallait que je sois cette petite fille parfaite, qui soit performante, qui ait des bonnes notes, etc. Et en fait j'ai tellement intégré cette règle, j'ai tellement intégré ces comportements-là que c'était pas un choix. Ça a été carrément devenu ma stratégie de survie. Et en plus pendant des années j'étais persuadée que c'était une qualité, c'est-à-dire que autour de moi, j'entendais constamment « Oh, elle est hyper gentille, oh, elle a des super bonnes notes, elle est sage, elle est forte, oh, mais elle est géniale, genre j'aurais trop aimé l'avoir comme fille, etc. » Mais en fait, cette gentillesse et ces comportements-là, il avait un coût. Et je me suis rendu compte bien plus tard, en fait, il me coûtait ma santé mentale, qui j'étais, mon identité, mes limites. Et en fait, j'étais constamment anxieuse de décevoir les gens. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon père quelquefois en lui disant que ma plus grande peur dans la vie, c'est de le décevoir. Et que la plupart du temps, quand j'étais plus jeune, je faisais mes choix par rapport à ça et que je le faisais encore. Bon, pas aujourd'hui, mais à la période où il n'arrivait pas à comprendre comment c'était possible, il ne me croyait pas, mais c'était vraiment ma plus grande peur. Je lui pensais constamment et ça pouvait être ça pour mes proches, pour mes amis, pour tout le monde. C'était quelque chose qui me rongeait de l'intérieur. Vous avez peut-être connu ça, mais en tout cas, il m'est arrivé plein de fois de dire oui et d'accepter d'aller à des soirées, à des événements, de plans avec des personnes, etc. Alors qu'au fond de moi, j'avais vraiment besoin de temps pour moi. J'avais besoin de temps pour mes projets, pour me reposer, pour moi, quoi. Et en plus de ça, je savais que je me surchargeais, mais je préférais m'épuiser qu'être mal perçue. C'est-à-dire que je choisissais leur confort émotionnel plutôt que le mien. Et en fait, j'étais à bout. Et un jour, je me souviens, j'ai juste pleuré d'épuisement et de culpabilité dans ma douche. Et pas parce que j'étais mes amis, hein, mais parce que j'étais moi-même incapable de dire non. J'étais incapable d'imposer mes limites. J'étais incapable de dire bah non, ça m'épuise, là j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me reposer. Et maintenant, je trouve ça dingue que cette peur-là, cette peur de la déception, elle était 10 fois plus forte que la peur de mon propre effondrement, de ma propre perte d'identité. Et le vrai problème avec le syndrome de la gentille fille, du people pleaser, c'est pas sa gentillesse, c'est son manque total d'amour propre. C'est-à-dire que c'est de croire que l'amour doit venir des autres pour être valide. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais pas juste parler de moi, je vais pas juste te parler de ce qui m'est arrivé, mais je vais vous partager le chemin que moi j'ai utilisé pour réussir à déconstruire tout ce personnage-là, ce personnage de la gentille fille, et réussir à rebâtir de A à Z un vrai amour propre, un amour propre qui dépend de personne et qui me permet de choisir d'être gentille par choix et non par peur. Hi my love, c'est Lilo et bon retour sur ma chaîne. Chapitre 1, la prise de conscience. Alors personnellement, pour moi, le déclic, il n'a pas été dramatique du tout. C'est-à-dire que pour moi, c'était juste le oui trop. Et un matin, je me suis réveillée et je me suis regardée dans le miroir et en fait, je me reconnaissais pas vraiment. C'est-à-dire que je me voyais, d'extérieur, j'étais extrêmement bien apprêtée, belle, très belle, mais pour plaire au monde. J'étais sculptée pour les autres. Et en fait, en me regardant, j'avais vraiment l'impression d'être vide à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu cette prise de conscience qui était purée. En fait, là, je vis ma vie pour les autres. Je cours le marathon de la vie pour les autres. Et je sais même plus qui je suis. Alors qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Et j'ai touché d'une douleur, enfin d'une tristesse.
en plus de la culpabilité et de cette peur de se voir et de la honte, mais par-dessous ça, il y avait quelque chose d'autre, c'était la colère. Et j'avais déjà rarement ressenti de la colère dans ma vie, mais la colère n'était pas vraiment malsaine, c'était vraiment, je sais pas, c'est une colère de me dire, mais en fait, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'avoir une place dans ce monde, j'ai le droit de donner mon avis, j'ai le droit d'être qui je suis. Et en fait, cette colère, elle s'est transformée en un carburant, en une détermination qui m'a permis de me dire, ok, c'est bon, j'arrête. Ok, maintenant, je vais vraiment vivre ma vie intentionnellement et pour moi. Et après ça, j'ai commencé à apprendre sur moi, à m'observer, j'ai commencé à lire, à faire de recherches. Et il y a un truc que j'ai appris et que vous devez vous mettre dans le crâne, c'est que le contraire de plaire à tout le monde, c'est pas l'égoïsme, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est pas faire des dates, c'est pas des bains moussants, c'est pas une nouvelle manucure. C'est la relation que t'as avec toi-même. Et cette relation, j'en ai déjà parlé, mais c'est la relation la plus importante de ta vie. Et en fait, le plus dur pour moi, c'était de comprendre pourquoi imposer mes limites, mettre des limites, me donner l'impression de commettre un crime. Et en fait, la réponse, c'est que notre cerveau est programmé. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous voient l'amour comme une transaction. C'est-à-dire, bon bah, sois gentil et je t'aimerai, tu me fais ça et je t'aimerai, donne-moi ça et en échange je t'aimerai, etc. Et en plus de ça, la société nous envoie des messages extrêmement contradictoires. C'est-à-dire, ils nous disent, sois forte mais pas trop, et ta propre opinion mais dérange personne, et ton style mais qui se remarque pas trop, etc. etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que ton cerveau, il est plastique. Il peut se recabler. Actuellement, les schémas de pensée que tu as, c'est des autoroutes. C'est-à-dire que tu les as tellement nourris avec le temps qu'elles sont devenues des autoroutes neuronales. Donc au début de recommencer à créer un nouveau chemin, donc celui de l'amour propre, ça va vraiment te sembler comme te frayer un chemin dans une jungle à coups de machette. C'est-à-dire que ça va être compliqué. Mais en fait, à force de poser tes limites, à force de penser pour toi, à force de te choisir, tu vas renforcer ce chemin. Et avec le temps, c'est ce chemin-là qui va devenir une autoroute. Donc en fait, c'est comme ça que vous recablez votre cerveau. Et attention, c'est pas de la magie, c'est de la répétition et c'est de la science. Et ça prend du temps, c'est-à-dire que vous avez besoin de beaucoup de répétitions. Et je vais pas vous mentir, mon chemin il a été fait de pas en avant, de pas en arrière, d'erreurs, d'échecs, de victoires. Et c'est pour ça que je vais maintenant vous partager les 11 étapes que j'ai utilisées pour reconstruire mon amour propre, pour reconstruire un amour de moi sain et solide. Chapitre 2, les 11 étapes. L'étape 1, la pleine conscience. La première chose, la base de tout, et je le répète constamment, c'est de prendre conscience de nos schémas. C'est-à-dire, c'est de prendre conscience et d'arrêter le pilote automatique. Parce que je pense que là, tout de suite maintenant, la plupart d'entre nous, quand on vous propose un événement, quand on vous propose une soirée, votre réflexe automatique, c'est de dire oui. C'est-à-dire, vous allez dire oui, vous allez répondre, vous allez accepter sans même avoir pris le temps de penser, sans même avoir pris le temps de vous écouter. Et pourquoi? Parce que comme on l'a vu plus tôt, c'est devenu un mécanisme intérieur, c'est devenu votre mécanisme de survie, votre stratégie de survie. Et donc la pleine conscience, c'est juste allumer cette lumière, c'est juste prendre le temps de remarquer ce moment-là, de remarquer le schéma, de remarquer que à ce moment-là, mon ventre se noue, j'ai du mal à respirer, je commence à stresser, je commence à suer. De remarquer si quand quelqu'un te propose quelque chose, t'as cette petite voix qui te dit si tu dis non, c'est que t'es égoïste, si tu dis non, t'es nul, etc., etc. Et le but, c'est pas de faire disparaître le schéma tout de suite, c'est pas de faire disparaître le schéma d'un coup, mais le but c'est de le remarquer sans le juger. Parce qu'en fait, ce que ça va faire, c'est que au moment où vous allez le remarquer, ça va vous laisser un petit peu d'espace. Ça veut dire que vous allez remarquer les sensations de votre corps, vous allez remarquer ce que vous êtes en train de penser, et juste ça, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça va vous laisser un espace, l'espace de vraiment choisir ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez vraiment ressentir ah tiens, cette personne m'a proposé de sortir ce soir, mais en fait j'ai le ventre qui se noue à ce moment-là, donc tiens, c'est un signe qui dit c'est pas ok pour moi. Donc c'est vraiment dans cet instant-là que vous pouvez commencer à faire un vrai choix pour vous. La seconde étape, c'est la conscience des sentiments. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez remarqué, une fois que vous avez observé vos sensations, il faut maintenant les nommer. Et je sais que beaucoup d'entre nous ont appris que toutes les émotions négatives, c'était comme un fardeau, que c'était quelque chose de négatif, que c'était quelque chose qu'il fallait pas qu'on expérimente dans la vie. Et c'est un mensonge. Et j'ai aussi remarqué d'ailleurs que la plupart des gens n'arrivent pas à nommer concrètement leurs émotions. C'est-à-dire qu'ils vont dire, par exemple, qu'ils sont stressés, alors qu'en réalité ils sont en colère, alors qu'en réalité ils sont frustrés. Ça peut paraître inutile comme ça, je le sais, mais reconnaître ses émotions, ça fait partie des fondamentaux de l'intelligence émotionnelle. Et en fait, c'est tellement utile de savoir reconnaître que, par exemple, ah, je ressens de la frustration, ah non, c'est pas de la frustration, c'est de l'impuissance. Ah, je ressens de la tristesse. Non, c'est pas de la tristesse, c'est de la rancune, c'est de la culpabilité, etc. Parce qu'en fait, réussir à nommer une émotion, ça lui enlève un peu de sa puissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez nommé cette émotion-là, elle va devenir une information. Par exemple, la colère, ça peut vous indiquer qu'une de vos limites, elle a été franchie. Quand vous avez remarqué et nommé vos émotions, ça devient des GPS. C'est-à-dire que ça vous indique où est-ce que vous en êtes. Est-ce que ce comportement-là, cet événement-là, cette action-là est ok avec qui je suis et ok avec moi. Et vraiment, le fait de réussir à les nommer, ça vous permet de pouvoir décortiquer d'où est-ce qu'elle vient, de savoir est-ce que c'est récurrent, est-ce que c'est une émotion qui revient souvent et pouvoir encore une fois
permettre de reconnaître encore plus de schémas, etc. Et créer une sorte de boucle vertueuse. Étape 3, calmer le système nerveux. Alors il faut savoir que le syndrome de la gentille fille ou alors le syndrome du people pleaser, c'est le signe d'un système nerveux en état d'alerte constante. C'est-à-dire que vous êtes constamment en mode survie, vous êtes constamment en train d'observer autour de vous s'il n'y a pas une menace et de vous adapter aux menaces. C'est-à-dire que votre technique à vous, c'est d'apaiser la situation, c'est de devenir ce que l'autre attend de vous. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc vous pouvez aller voir sur mon compte. J'ai une vidéo sur le people pleasing et une vidéo sur comment réguler son système nerveux, parce que là, ça va être essentiel. C'est-à-dire que pour contrer cet état de survie-là, pour contrer ce système nerveux en état d'alerte constant, il va falloir venir envoyer des signaux de sécurité à votre corps. Donc pour ça, j'utilise des techniques d'autorégulation et je vais vous en donner quelques-unes. Donc une que je fais extrêmement souvent, c'est quand je me sens tendue, stressée ou que je me sens en état d'alerte, je vais faire juste ça. Et je sais que ça peut gêner certains d'entre vous à l'extérieur. Donc j'ai un autre type de respiration qui va être la respiration carrée où je vais inspirer pendant 4 secondes, maintenir ma respiration pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes et encore une fois maintenir ma respiration pendant 4 secondes. Et je vais faire ça pendant quelques cycles. Donc moi ça je le fais pendant 2 minutes et en plus de ça au même moment j'aime bien mettre ma main sur mon cœur et ma main sur moi et ces actions-là elles vont me ramener à un état de calme, à un état de sécurité. Et en fait je vais devenir mon propre parent. Donc pendant ces respirations-là, pendant ce contact-là, je vais me dire ok, tu es safe, c'est ok, tu as le droit d'exister, partager tes limites, ne fais pas de toi une mauvaise personne, etc., etc. Étape 4, rencontrer son enfant intérieur. Évidemment, derrière chaque gentille fille, il y a une enfant apeurée. Et ça va paraître un peu wouhou, un peu ridicule, pas sauché quand on entend parler de son enfant intérieur partout sur les réseaux. Mais il faut savoir que cet enfant intérieur-là, cette petite fille-là, c'est une petite fille qui a cru qu'elle n'était pas assez bien et qu'elle a cru qu'elle devait s'adapter pour être aimée. Il ne s'agit pas de culpabiliser, d'avoir honte ou de vous blâmer pour votre passé. En fait, il s'agit de comprendre que vos réactions d'adultes, c'est des parties de vous qui sont bloquées dans l'enfance. Elles viennent de votre enfance. C'est-à-dire que pour moi, ma partie people pleaser, c'était pas mon ennemi, pas quelqu'un que je devais combattre. À l'époque, c'était une protectrice. C'est-à-dire que cette coquille, ce masque du people pleaser, je l'ai eu parce qu'il me protégeait, il me permettait de me sentir en sécurité à l'époque. Il m'évitait l'abandon, il m'évitait le rejet, etc. Et en prenant conscience de mon enfant intérieur, en prenant conscience de l'origine de ces schémas-là, de l'origine de mes réactions, j'ai appris à me demander, ok, de quoi est-ce que j'ai peur ? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? D'où ça vient ? Et en fait, un peu comme dans l'étape précédente, j'ai appris à devenir mon propre parent. J'ai appris à rassurer cette partie de moi qui, quand je me sens en trigger, quand quelque chose vient m'irriter, vient me toucher, je vais réussir à prendre ce temps-là, réussir à me poser ces questions intérieures, à me rassurer et à reprendre le contrôle, à sortir de cet état d'alerte, cet état de survie, à sortir de cette mécanique pour reprendre le contrôle. C'est-à-dire que maintenant c'est moi qui suis aux commandes, c'est-à-dire que maintenant je sais que je vais pas mourir à cause d'un rejet. Étape 5, passer du jugement à la curiosité. Alors il faut savoir que notre voix intérieure, cette voix du people pleaser, c'est un tyran. C'est ce dictateur qui fait que vous répétez « t'es égoïste ». T'es inutile, t'aurais dû faire plus, tu l'as déçu, il va arrêter de t'aimer. Et la plupart d'entre nous, soit on va écouter cette voix, on va y croire, soit on va essayer de la combattre, on va essayer de la renier, on va hop, l'acheter derrière, très très loin. Mais essayer de combattre cette voix-là, c'est inutile, c'est-à-dire que ça va que la renforcer. Donc ce qu'il faut faire, c'est changer de posture. Il faut passer du jugement, de l'accusateur, à l'observateur, au détective. C'est-à-dire que quand vous avez cette voix intérieure, ce tyran qui vous parle par exemple et vous dit t'es égoïste, et ben vous allez vous demander ok, d'où elle vient ? Quelles sont les preuves que je suis égoïste? Est-ce que si ma meilleure amie était dans cette situation-là, est-ce que je lui dirais la même chose? Et de changer votre posture, de devenir son détective, ça vous fait comprendre que vous n'êtes pas à vos pensées. Vous devenez l'observateur. Et en devenant l'observateur, en devenant l'observatrice, vous avez maintenant le choix soit de les croire, soit de les laisser passer. Et donc votre critique intérieure, votre voix intérieure perd son pouvoir. Parce qu'elle perd de son pouvoir à partir du moment où tu arrêtes de la prendre comme la stricte vérité. Étape 6, pratiquer l'autocompassion. Alors j'en ai parlé dans mon autre vidéo sur l'amour de soi, mais l'autocompassion c'est l'une des étapes les plus principales et les plus fondamentales de l'amour de soi. Et l'autocompassion c'est pas de l'apitoiement. En fait, c'est se traiter avec la même gentillesse, avec la même bienveillance avec laquelle tu traiterais ton meilleur ami, ton petit frère, ta mère, quelqu'un que tu apprécies énormément. Concrètement, moi par exemple, quand je faisais des erreurs et que j'ai commencé à pratiquer l'autocompassion, au lieu de m'auto-flageller, au lieu de me dire ah t'es nul, tu vas pas réussir, t'as mal fait, t'aurais dû faire plus, ils vont arrêter de t'aimer, etc. Et ben je me demandais ok, si ma meilleure amie, donc un peu comme juste avant, était dans cette situation-là, qu'est-ce que je ferais? Et j'ai commencé à ajuster mon dialogue intérieur à partir de ça. Et au début, je me sentais hyper ridicule, enfin, je me sentais hyper cringe de penser comme ça. Mais c'est parce qu'en fait, j'étais constamment en état d'alerte. Donc c'était tellement pas naturel d'être en sécurité, de me parler comme ça, que je me sentais hyper ridicule. Mais en fait, c'est encore une fois, avec la répétition et le temps, c'est devenu naturel. Et vraiment, à force de le faire, à force de le répéter, ça a guéri en moi des années et des décennies de honte. Et de culpabilité, et de me sentir pas assez. Étape 7, renforcer les victoires. Votre cerveau est programmé pour voir le négatif. C'est-à-dire que là, prenez le temps maintenant. Dans votre vie en général, est-ce que vous parlez plus souvent de négatif ou de positif?
Est-ce que vous êtes plus souvent en train de dire ah je suis stressée, ah lui il est en retard, ah ça c'était nul, ah non mais ça c'était énervant, oh, non mais t'as vu ce qu'elle a dit? Ou est-ce que vous dites là ah c'était génial, j'ai trop aimé, oh t'as vu le magnifique nuage, waouh waouh waouh. Vraiment, prenez le temps. Est-ce que vous êtes plus de la négativité ou la positivité? Parce que effectivement, votre cerveau a plus l'habitude de regarder et d'être focus sur la négativité. Et donc pour ça, il va falloir forcer à switcher, le forcer à voir vos progrès. Et pour ça, j'ai instauré un rituel depuis des années quand je fais mon journaling. Tous les soirs, je vais écrire mes 3 victoires de la journée. Et en fait, ça va juste créer un journal de mes victoires, un journal de preuves que je suis capable. Et d'ailleurs, j'aime bien Tamcor, c'est une youtubeuse londonienne qui va appeler ce concept-là le portfolio of proof. Donc le portfolio de preuves. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les soirs, j'écrivais 3 victoires. Et ça peut être quelque chose de ridicule, ça peut être aujourd'hui j'ai répondu à un mail, aujourd'hui j'ai réussi à respecter mes limites, aujourd'hui je suis allée à la salle de sport, etc. etc. Et en fait cet exercice-là, à force de répéter tous les jours, ça va permettre à votre cerveau de petit à petit changer de cap et prendre l'habitude de se concentrer sur le positif, de se concentrer sur vos progrès, sur vos victoires, etc. Et vraiment célébrer vos victoires. Parce que je trouve ça crucial, genre c'est hyper important de vous rendre compte et de célébrer le fait que vous tenez vos tâches, que vous tenez vos victoires, que vous réussissiez des choses. Parce que, encore une fois, on a tendance à fêter que les choses, par exemple, son diplôme, son anniversaire. Pourquoi? Rien que le fait d'avoir réussi une tâche dans votre to-do list, c'est génial. Rien que le fait d'avoir fait quelque chose, par exemple, qui vous stressait, quelque chose qui vous tenait à cœur, c'est génial. Célébrez-le. Et en plus de ça d'ailleurs, le portfolio of proof, le fait de célébrer ses victoires et de prendre en compte ses victoires, ça permet également de construire la confiance en soi. Étape 8, cultiver l'acceptation de soi. Alors là, je vais parler d'un sujet qui est extrêmement sensible pour moi, qui est que j'avais l'impression d'être cassée et que je devais être réparée pour être digne d'amour, pour être digne d'être aimée. Et c'est un énorme mensonge. La vérité, c'est que l'amour de soi ne commence pas où tu es parfaite. Ça commence pas le jour où tu arrives à faire ta to-do list parfaite, le jour où tu ressembles à ton toi idéal. Pas du tout. Le vrai amour de soi, le vrai amour propre, ça commence quand tu t'acceptes avec tes imperfections, avec tes défauts. Le moment où tu t'acceptes pleinement et entièrement. Vous avez fait la partie colérique, stressée, anxieuse, jalouse de vous. Ça sert à rien de vous détester, ça sert à rien de faire la guerre contre vous-même. Vous avez déjà vu quelqu'un autour de vous, dans vos proches, se détester au point de changer. Tellement se détester qu'il arrive au final à finir par s'aimer. Non. C'est pas parce qu'il déteste tellement qu'un jour ça va changer et qu'il va réussir à s'aimer, non. Les personnes qui s'aiment vraiment, elles s'aiment comme elles sont maintenant, pleinement, avec leurs atouts, avec leurs qualités, avec leurs défauts. Et dans la construction de l'amour de soi, la vraie transformation, elle passe pas par la haine de soi. Elle va venir passer par l'acceptation. Étape 9, s'offrir l'amour et la reconnaissance. Alors en tant qu'ex-people pleaser, qu'ex-gentille fille, je vais vous avouer quelque chose. J'étais mendiante d'affectivité, mendiante d'amour, mendiante de validation. C'est-à-dire que j'allais partout. Et partout, je grappillais les miettes de validation, les miettes d'affection, les miettes d'attention. Et donc ce que je veux dire par s'offrir de l'amour et s'offrir de la reconnaissance, c'est que personnellement, mon plus grand changement, ça a été de reconnaître et de réaliser que j'étais la source de ce que je cherchais. Que moi-même, j'étais la source de la validation, de l'attention, de l'amour que je cherchais à tout prix autour de moi. Et au moment où j'ai réalisé ça, petit à petit, j'ai commencé à me donner un peu plus de temps. J'ai commencé à m'organiser des événements que pour moi, à faire des solo dates, à prendre du temps pour prendre soin de moi, à prendre du temps pour des choses qui me rendaient heureuse, vraiment heureuse. Et c'est pareil, c'est pas que des choses, des actions, c'est pas que moi qui faisais des solo dates, etc. C'était aussi des moments de reconnaissance où je prenais un moment pour m'arrêter, je me disais stop, ok, je suis tellement fière de ce que tu as accompli, je suis tellement fière de tout ce que tu as parcouru maintenant. Et je m'offrais la reconnaissance que je cherchais partout autour de moi. Et je sais que ça peut sembler bizarre, mais en tout cas pour moi c'est quelque chose de fondamental, parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de passer de la dépendance à l'autonomie affective. Étape 10, pratiquer le vrai self-care. Encore une fois, j'en ai parlé dans mon autre vidéo de manière bien plus exhaustive, mais ce que j'entends par le vrai self-care, c'est de respecter ses limites. Donc c'est-à-dire oublier tout ce qui est bougie, massage, petit masque, pas du tout. Il faut vraiment se mettre dans la tête que le vrai self-care, c'est apprendre à poser ses limites. Et encore une fois, les limites, c'est pas des barrières, c'est pas des obstacles, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas des murs. C'est plus des sortes de portes que vous choisissez d'ouvrir ou non. C'est-à-dire qu'une limite, c'est quand quelqu'un vous invite une soirée ce week-end et que vous êtes occupé et que vous répondez « Désolé, je ne suis pas dispo ce week-end, mais merci de m'avoir invité ». C'est de dire à quelqu'un « Je n'accepte pas que tu me parles sur ce ton ». C'est de dire non aux choses qu'il voudrait. Et je vais pas vous mentir, c'est sûr qu'au début, ces choix, ces noms-là, ils vont vous faire ressentir un peu de culpabilité. Parce que c'est dur de passer de people pleaser à quelqu'un qui s'aime profondément. C'est dur ce gap-là. Et encore une fois, c'est par la répétition, donc c'est sûr qu'au début, ça va vous engendrer cette culpabilité-là. Mais cet inconfort-là, l'inconfort de poser des limites, il est temporaire. Alors que le ressentiment, la rancune de ne pas l'avoir fait, c'est un poison. C'est-à-dire que cette rancune-là, ce ressentiment de dire oui à tout le monde, d'être le people pleaser, il s'efface pas. Il va juste s'accumuler avec le temps. Et ça va devenir un vrai poison qui vous ronge de l'intérieur. Donc oui, respectez ses limites. Le vrai self-care, c'est de protéger votre énergie, protéger votre paix, comme si c'était votre ressource la plus précieuse. Étape 11, à rester présente même quand c'est difficile. Alors encore une fois, petit instant de vérité qui est pas forcément très agréable à entendre.
Mais les moments où vous allez commencer à changer, les moments où vous allez commencer à changer vos réactions, etc. et poser vos limites, et ben votre entourage il va être déstabilisé. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça va les déstabiliser parce que c'est quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. Donc là, ça va pas les déranger, mais il y en a, ils vont pas vraiment apprécier, ils n'aimeront pas cette nouvelle version de vous qui met des limites, qui s'impose, etc. Et il faut savoir que la plupart des personnes qui n'apprécient pas ça, c'est les personnes qui profitent du fait que vous n'ayez pas de limites. Et donc oui, c'est possible que vous vous sentiez coupable, que vous sentez de la honte, que vous vous sentiez seul. Et le réflexe de la majorité des gens, qui était aussi mon réflexe à l'époque, c'est de redevenir le people pleaser, c'est de redevenir cette gentille fille. Mais ne le faites pas, vraiment, ne le faites pas. Prenez le temps, asseyez-vous, soufflez, acceptez de ressentir cette émotion-là. Dites-vous, ok, je suis seule, je me sens seule, mais c'est ok. Je ne vais pas m'abandonner, je vais rester avec moi parce que c'est ça l'amour propre. Je construis qui je suis, je ne vais pas me laisser faire, je suis seule, mais c'est ok. Et c'est comme ça que l'amour de soi et que la confiance en vous, elle va se cimenter. C'est-à-dire qu'en plus de renforcer vos nouvelles réactions, vos nouveaux schémas neuronaux, et ben vous prouvez, vous apprenez, vous pouvez survivre à l'inconfort. C'est-à-dire que vous devenez votre propre point d'ancrage, vous devenez votre propre encre. Et en fait, rester présente même dans les moments difficiles, c'est le test ultime. Ça veut dire que tu ne fuis pas quand ça devient difficile. Ça veut dire que tu te choisis encore et encore.